L'actualité, comme on dit, ne connaît pas de répit et il nous faut parfois y revenir, notamment avec les meilleurs spécialistes. J'ai envie de presque de vous dire rebonjour Bernard Rougier. Bonjour. Vous nous accompagnez hier pour comprendre un peu quels étaient le sens et que pouvaient au fond signifier ces grands mouvements populaires en Égypte hier. Les questions que l'on se posait, l'armée ira pas, Morsi réformera pas, feuille de route, pas feuille de route, Baradaï, pas Baradaï. On a davantage de réponses aujourd'hui et comme par exemple, c'était hier soir à la télévision égyptienne à 21h, le général Abdel Fattah al-Sissi. Suspendre la Constitution provisoirement, le président de la Cour constitutionnelle suprême prête serment devant l'Assemblée générale de la Cour, organiser des élections anticipées. Le président de la Cour constitutionnelle suprême assurera la gestion des affaires du pays pendant cette période transitoire jusqu'à l'élection du nouveau président. Ça s'appelle comment ça? Un coup d'État, un coup de force? Bernard Rougier. C'est l'avenir qui va le dire. À la fois, c'est un coup d'État, c'en n'est pas. C'est un coup d'État parce que, en tous les cas, une interruption de mandat présidentiel d'un président légitimement élu et du premier président civil en Égypte. Qui a été transféré au ministère de la Défense, interdit de sortie du territoire. Oui, alors ça peut aussi ne pas être considéré comme un coup d'État et c'est l'avenir en quelque sorte qui va fournir la réponse si il y a un processus institutionnel, des élections, une nouvelle constitution, des élections présidentielles, puis des élections législatives, avec un agenda c'était l'un des enjeux au début de la Révolution. Est-ce qu'il faut d'abord la Constitution, puis des élections? C'est ce que demandaient les libéraux, pour éviter que le pouvoir constituant ne soit entre les mains des islamistes. Et c'est vers cette direction que l'on revient. C'est encore une fois, c'est l'avenir qui va nous dire. Ici, il s'agit de remettre sur les rails une révolution trahie ou réislamisée par les frères musulmans, ou si c'est l'armée qui va occuper le devant de la scène politique. Moi, je pense qu'ils vont faciliter un processus de transition politique, et en quelque sorte, si ce processus est réussi, s'il n'y a pas une persécution vis-à-vis des islamistes, s'il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu, mais tentative de consensus, à ce moment-là, on pourra dire que ça n'est pas un coup d'État. Finalement, c'est l'avenir qui va répondre. C'est précisément ce que Morsi n'avait pas réussi à faire, bâtir le consensus. Les nouveaux responsables vont devoir le faire. Alors, on essaie de comprendre au fond ce qui se passe à travers peut-être au fond des personnages tout de même. Alors, il y a ce peuple égyptien que l'on a peut-être tendance un peu trop rapidement à résumer aux seules places Tahrir et d'Alexandrie. Après tout, moi j'aurais envie de vous demander, et je ne sais si vous avez la réponse, je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi, joint beaucoup vos amis égyptiens, et je rappelle que vous êtes donc le directeur du CEDEJ, le fameux centre de documentation économique, juridique, sociale du Caire. Mais tout de même, est-ce qu'on est le même peuple égyptien d'Assouan à Hurghada, en passant par même, je sais pas moi, El Mansoura, jusqu'à Alexandrie ou encore jusqu'à Sidi Barrani. Enfin, il y a tout de même 12 millions d'habitants dans ce pays. Nous sommes focalisés sur la place Tahrir, certes, où l'on entend ceci chez les manifestants. Le peuple et l'armée sont unis comme les doigts de la main. Et d'ailleurs, ironie des choses, Christophe Ayad dans Le Monde rappelle qu'on est tout de même 61 ans, quasiment jour pour jour, après la révolution de juillet 52, lorsque les officiers libres avaient mis fin au règne du roi Farouk. Comparaison, est-elle raison? Le contexte est vraiment très différent parce qu'on avait une armée qui était le moteur de la modernisation du pays dans les années 52, qui voulait réformer la propriété, mettre en place des mesures pour précisément améliorer les conditions du plus grand nombre, faire la corruption, un jeu de notables plus ou moins corrompus sous la monarchie. Non, là le contexte est très différent. Je pense que l'armée ne veut pas revenir sur le devant de la scène. Elle est intervenue. Elle sait que plus elle reste sur le devant de la scène, plus elle risque à son tour l'impopularité. Et c'était dans son jeu de laisser les frères musulmans assumer le pouvoir pour qu'ils échouent et intervenir. Voilà. Alors, les manifestants de Tahrir disent le peuple et l'armée sont unis comme les doigts de la main, mais d'autres disent l'armée a trahi la démocratie et a trahi Morsi. L'armée, en l'occurrence, incarnée par un personnage, le général Abdel Fattah al-Sissi, que l'on écoutait, dont on dit que, nous dit Georges Malbruno dans le Figaro, que son épouse porterait le voile intégral, mais que s'il était si islamiste que cela, il n'aurait jamais accédé à ces très hautes fonctions auxquelles il a accédé aujourd'hui. Qui est cet homme dont on dit d'ailleurs que Morsi, retour des choses, Tariq al-Morsi, le prenait d'un peu haut? Alors, Bernard Rougier. Oui, alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que le 12 août dernier, précisément, il y a eu manifestement un arrangement, il y a presque un an, qui a permis à Morsi d'assumer ses responsabilités de président. Et finalement, Morsi, en échange du soutien
d'Abdel Fattah al-Sisi, l'actuel ministre de la Défense, voilà, a mis à la retraite Tantawi, Sami Anan, les principaux représentants du CSFA, c'est-à-dire le conseil militaire qui a assuré la première phase de la transition. Et ce conseil militaire avait largement échoué. Et Morsi a utilisé une tactique qu'il a utilisée dans d'autres secteurs de l'État, promouvoir l'ascension des jeunes, ici, en l'occurrence, les jeunes, entre guillemets, officiers, en tout cas des officiers plus jeunes, et mettre à la retraite, anticiper Tantawi, Sami Anan et d'autres généraux. Sans se mettre à la retraite lui-même, naturellement, sans se mettre à la retraite. Et on a cru à ce moment-là que se dessinait une alliance armée islamiste. Et c'était probablement le cas. Moi, je crois que cette armée, c'est pas Abdel Fattah al-Sisi. Abdel Fattah al-Sisi est, j'allais dire, l'incarnation d'une institution, mais ces décisions se prennent de façon collective. Il est primus inter pares à l'intérieur. C'est un homme d'expérience, il est relativement jeune, 58 ans, c'est l'ancien chef des renseignements militaires. Il avait un oncle au sein du bureau de la guidance chez les frères musulmans, donc on a cru, c'est pour ça que les observateurs, on a très peu d'éléments sur cette armée, donc évidemment, dès qu'on a des petits éléments concrets, on construit. Ici, la construction s'est avérée fausse, mais ce sont on s'est dit, ils vont faire copain-copain, quoi. Oui, mais c'était l'idée. Et c'était l'idée, et ça n'est pas faux, mais à partir du moment où, du point de vue de l'institution militaire, Morsi n'assume pas sa mission ou l'assume mal, à partir du moment où le mécontentement augmente, l'armée considère que ça devient dangereux pour elle de miser et de continuer cette alliance. Si hier et avant-hier, il y avait eu 3 millions de personnes dans les lieux de rassemblement islamistes, l'armée aurait agi très différemment. C'est vraiment une politique pragmatique de survie, de maintien de ses intérêts, aussi de maintien de l'intérêt national, d'éviter la guerre civile. Mais tout ça n'est pas terminé. Vous allez avoir côté islamiste, évidemment, une victimisation. Ils sont assez forts dans cette posture. L'idée que le projet islamique a été arrêté par un complot trahi. Et y compris avec quelques allusions vers l'étranger. Les Américains seraient à la manœuvre avec les militaires égyptiens. Absolument. Les islamistes sont déjà maintenant privés d'images et de sons. Toutes leurs chaînes de télévision ont été arrêtées. Al Jazeera est en train de faire a réussi à trouver quelques images. Donc il y a des scènes de prière à Medinat Nasser, là où ils sont en train de faire les manifestations. Et évidemment, il y a des conflits dans les autres villes du pays. On peut dire que les islamistes sont minoritaires politiquement dans les grands centres urbains du Caire. Et c'est pour ça que l'effet de manifestation... Mais je reprends à Assouan, comment on réagit à Assouan? Mais à Assouan ou à Luxor ou à Siout, c'est... Une majorité de la population est hostile à ce qui est en train de se passer. Plus vous sortez du Caire, d'Alexandrie, de Suez, plus vous rentrez dans les campagnes ou dans ces zones mixtes, mi-urbanisées, mi-campagnardes, plus le vote islamiste est puissant. Encore une fois, je signale que les chiffres montrent que Morsi a obtenu 70% des voix au deuxième tour. C'est considérable. Et là, vous aurez une contestation durable. Cette affaire n'est pas évidemment terminée. Alors écoutons celui qui tout d'un coup ressort du chapeau, prix Nobel de la paix, ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El Baradei, qui s'exprimait et donnait les grands principes de la feuille de route. C'était hier soir toujours à la télévision égyptienne. Cher peuple égyptien, la feuille de route sur laquelle nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui constitue la rectification de l'itinéraire de la révolution de janvier 2011 et répond à l'appel du peuple égyptien qui se trouve partout aujourd'hui en Égypte. La feuille de route garantit la réalisation de la principale revendication du peuple égyptien, c'est-à-dire l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Après une période de transition qui verra l'amendement de la Constitution pour construire ensemble une constitution démocratique qui garantisse nos droits et nos libertés. La feuille de route prévoit également une réconciliation nationale à travers une commission de réconciliation pour que le peuple se réconcilie avec lui-même et qu'il soit tolérant avec lui-même et avec les autres. Les mots sont importants, on dirait presque qu'il vous avait entendu, Bernard Rougier, Mohamed El Baradei. Que vaut ce désir et quelle est sa tangibilité, si j'ose dire, de réconciliation nationale? Ça, c'est l'enjeu le plus important. Vous savez que lors de cette mise en scène, c'est-à-dire on a vu Abdel Fattah al-Sisi hier à 9h
avec le grand imam d'Al-Azhar, le Cheikh Ahmed al-Tayeb, avec le pape Tawadros II, le pape des Coptes. Mais il y avait parmi ces représentants de la société, en quelque sorte, aussi le représentant du parti Al-Nour, qui est le parti salafiste, incarnation de ce qu'on appelle la prédication d'Alexandrie, qui est un groupe de prédicateurs qui sont militants et très bien organisés depuis le milieu des années 70 et qui ont créé un parti qui a obtenu 25% des voix aux législatives, le deuxième parti après les Frères musulmans, et dont le chef, ou la personnalité principale, Yasser Burhami, est un opposant structurel, en quelque sorte, par jalousie, par opposition à Mohamed Morsi. C'est le seul, c'est le seul garant de la légitimité islamique, entre guillemets, ou islamiste, dans cette nouvelle, exactement, dans cette nouvelle configuration. Et il avait pris ce pari, il a gagné pour le moment politiquement, contre les autres composantes du spectre salafiste qui avaient plutôt rejoint Morsi. Et il était contesté à l'intérieur de ses propres troupes. Donc ici, la question se pose de cette réconciliation. Il y a quand même eu déjà... Et que vaut-elle porter par la parole de quelqu'un dont on disait, Mohamed El Baradei, qu'il était tout de même assez maladroit quand il fallait aller place Tahrir il y a 2 ans, dont on disait qu'il était un homme... au fond, un Égyptien, mais de l'étranger, qui n'a jamais convaincu complètement les foules égyptiennes. C'est clair que... Pourquoi serait-il écouté aujourd'hui ? La chance et le drame de l'Égypte, c'est qu'il n'y a pas de personnalité charismatique. Donc on ne peut pas rentrer dans un scénario à l'iranienne en 79 avec une personnalité charismatique qui écrase tout sur son passage. Baradei est très apprécié à l'étranger. Il a pris Nobel de la paix. Il a été l'ancien responsable de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais à l'intérieur de la société égyptienne, il est assez peu populaire. Il a fondé un parti, le Parti de la Constitution. C'est un homme de valeur qui a un faible charisme. Quand il y aura des élections présidentielles, toute cette coalition libérale, entre guillemets, va se diviser. Et il y a tout porte à croire que le prochain président de l'Égypte sera Hamdine Sabahi, qui est un candidat socialiste, redistributeur, qui a le soutien de l'armée, de l'appareil d'État. Vous avancez là. Ah oui, je suis prêt à parier. Alors, ce sera Hamdine Sabahi, le prochain président de l'Égypte, parce qu'il a un langage de redistribution. Et il parle au peuple, il traduit les aspirations sociales. La dimension sociale est extrêmement importante dans tous ces mouvements. Les gens qui manifestent sont issus de milieux différents. Vous avez un lumpen prolétariat des villes qui est en état de survie, avec des millions de très jeunes qui n'ont rien. Vous avez une classe moyenne libérale qui est philosophiquement, on va dire, hostile à l'islamisme. Vous avez des salafistes qui sont hostiles politiquement aux frères musulmans. Vous avez une jeunesse révolutionnaire qui s'était battue contre l'armée à l'automne 2011 et qui là maintenant fait en quelque sorte l'intervention de l'armée. Cet équilibre est extrêmement précaire. Et quand vous aurez Sabahi qui va dire il faut redistribuer le prêt du FMI qui est un enjeu fondamental pour l'Égypte, ça voudra dire plus de subventions pour le pain, pour le benzine, comme on dit, pour l'essence, pour le solar, pour le diesel. Et là, il y a des divisions en termes de politique économique. Il faut donc garder quelque part quand même l'amitié des Américains, ne les oublions pas. Oui, alors, mais là, l'une des clés du mouvement, c'est son nationalisme. C'est-à-dire que Morsi a été pris à son propre jeu. Il avait joué pendant l'époque de Moubarak, c'était toujours Moubarak trahit la nation arabe, trahit l'islam, parce qu'il n'aide pas nos frères de Gaza. Et là, c'était l'idée, Mohamed Morsi accomplit la fonction qui lui est dévolue par les États-Unis, mais il ne respecte pas la dignité des Arabes, la dignité de l'Égypte, et il était accusé d'être pro-américain. C'est le grand paradoxe. Voilà, et puis on retrouve aussi d'ailleurs au fond ce que écrivait dans Foreil le policier Mohamed El Baradei, la charia ne nourrit personne. Un dernier petit mot sur l'autre personnage clé qui se voit une promotion inouïe, c'est Hadi Al-Mansour, président du Conseil constitutionnel, qui devient président par intérim, qui est une sorte de restauration. Là, c'était un homme de Moubarak tout de même. Oui, mais qui avait aussi... En 2 petits mots, pardon. En 2 mots, pardon, pour vous dire que c'est la revanche des juges. Voilà. Ça s'était très mal passé entre les juges, l'institution judiciaire et Morsi. La haute cour constitutionnelle avait vu une partie de ses prérogatives. Donc c'est pas anodin du tout que ce soit lui, là, en l'occurrence. Du tout. Et elle avait été réformée par le nouveau projet de constitution, qui est maintenant suspendu. Et évidemment, le grand enjeu avec les juges, c'était la nomination du procureur général, celui qui engage les poursuites. Morsi avait nommé un islamiste procureur général. Les juges ont considéré que c'était une atteinte au principe de l'inamovibilité des juges. Et donc, c'est la revanche des juges face à Morsi. 8h17. Bonjour à vous, Sergueï Goriev. Et vous serez traduit par Michel Zlotowski. Dans un instant, je laisse l'homme de l'art sur cette question faire votre portrait et comprendre qui vous êtes. J'ai peut-être envie de vous poser une question évidemment d'actualité, pas seulement sur Snowden, vous en aviez parlé il y a déjà une semaine, mais au fond peut-être sur l'Égypte. Rêvez-vous d'un mouvement populaire en Russie tel que on le voit aujourd'hui en Égypte, ces soulèvements des peuples? Mais je pense que le changement en Russie se fera par
des manifestations de rue pacifiques. Il y a une grande différence entre le printemps arabe et la Russie. Si quelque chose de la sorte se produit en Russie, ce sera à Moscou. Et Moscou est une ville très riche. Et la classe moyenne à Moscou a beaucoup à perdre. Et si les manifestations se produisent à Moscou, elles seront définitivement pacifiques. Et s'il y a une réaction violente du régime, alors à ce moment-là, il y aura de la violence. Mais en principe, je pense que nous allons voir un changement dans le gouvernement par des manifestations pacifique, mais dans quelques années, dans plusieurs années. Nous reviendrons sans doute avec vous sur ces questions d'ailleurs de classe moyenne. Vous venez d'employer les classes moyennes qui se meuvent dans le monde, pas seulement en Égypte, on le voit bien pour ce qu'il a dit, notamment avec le Brésil. Un petit mot encore, on parle d'un échec des islamistes au pouvoir depuis un an, Morsi, et ces islamistes que l'on présente comme conservateurs, très conservateurs sur la question des mœurs, mais libéraux sur la question de l'économie. Comment vous définiriez-vous l'économie islamiste, entre guillemets, dont on dit qu'elle est un échec depuis un an, en tout cas ce que disent les Égyptiens de la rue? Bien sûr, le changement dans le cours de l'économie en moins d'un an, c'est quelque chose de très difficile. Et l'héritage du régime précédent n'était pas facile. Et les investisseurs étrangers avaient probablement trop d'espoir et trop d'attentes. Pourtant, je pense que le gouvernement... c'est toujours le cas quand il y a un nouveau gouvernement, c'est très très difficile pour lui de construire une équipe qui soit compétente après des décennies en dehors du gouvernement. C'est la raison pour laquelle les gens sous-estiment les bénéfices de la démocratie quand ils sont dans l'opposition et quand ils arrivent au gouvernement. Et ils n'ont pas en fait des gens qui peuvent continuer à travailler sous différents régimes. Et après des décennies de régimes non démocratiques, quand l'opposition arrive au pouvoir, il faut... tout le monde s'attend à un très haut niveau de compétence et d'efficacité, mais... ces qualités ne sont pas là. Elles ne peuvent pas venir de l'extérieur. Alors, Brice Couturier, c'est à vous. Présentez-nous notre invité, notre deuxième invité de ces matins de France Culture. Eh bien, voilà, Sergueï Gouriev, vous êtes l'un des économistes russes les plus connus à l'étranger. Vous étiez, depuis 2004, le directeur de la New Economic School de Moscou. Vous avez enseigné à la prestigieuse université américaine de Princeton. Vous avez siégé au conseil d'administration de Sberbank, la banque d'État la plus importante du pays. Vous étiez réputé comme l'un de ceux qui invitent constamment les Occidentaux à investir en Russie, leur promettant la croissance et la stabilité politique. Or, Marc le disait, vous venez de choisir l'exil en France après avoir été inquiété par la justice de votre pays dans le cadre de l'affaire Khodorkovsky. Le fondateur du Yougos, comme on sait, purge une peine de déportation pour avoir tenté de mener ses affaires sans l'approbation du pouvoir politique. Pour aggraver votre cas, vous êtes réputé proche d'Alexeï Navalny, le militant anticorruption, le Erin Brockovich russe, comme on dit. Navalny, qui a été l'organisateur des manifestations anti-Poutine de la fin 2011 et 2012, risque aujourd'hui 10 ans de prison. On le sait moins, mais par ailleurs, vous avez été la plume de l'ancien président et actuel Premier ministre Dmitri Medvedev, réputé plus libéral que son alter ego Vladimir Poutine. Un autre économiste connu, Sergueï Alexachenko, a d'ailleurs vu dans votre exil, je le cite, la preuve que Medvedev n'était plus en mesure de soutenir ses partisans. S'il veut partir, laissez-le partir. S'il veut revenir, qu'il revienne, a déclaré à votre sujet le porte-parole de Poutine. Mais bien des gens, en Russie, considèrent votre exil comme un mauvais signe. Car vous n'êtes pas le seul à quitter la Russie. Citons Pavel Durov, le fondateur du réseau social V-Contact, parti sur la pointe des pieds. Ce n'est pas encore Cuba, où la blague la plus fameuse était
que le dernier qui s'en aille n'oublie pas d'éteindre la lumière. Mais enfin, il semble que pas mal de gens, en particulier parmi l'élite diplômée, soient en train de passer à l'ouest, comme au temps de la guerre froide. Alors c'est peut-être la conséquence de l'autoritarisme du pouvoir qui ne cesse de s'aggraver depuis que l'ancien colonel du KGB, Vladimir Poutine, est redevenu président, échangeant son fauteuil avec Dmitri Medvedev. Mais vous l'avez dit, c'est aussi le signe d'une exaspération collective devant l'impossibilité de mettre en œuvre les réformes libérales qui permettraient à la Russie de se dégager du capitalisme d'État avec ses réseaux de copinage, sa corruption endémique et son apparente incapacité à s'affranchir de sa dépendance envers les exportations de gaz et de pétrole. Le pétrole, parlons-en. Alors certes, le cours du baril reste élevé, au-dessus des $100, et les économistes russes s'accordent sur le fait qu'à partir de $110 le baril, le budget de la Russie est équilibré. Grâce aux revenus du pétrole et du gaz, votre pays a accumulé des réserves de change colossales, plus de 500 milliards, mais il est aussi accusé de faire baisser le cours de sa monnaie pour doper ses exportations. Certes, le chômage en Russie est très faible comparé à celui que nous connaissons en Europe et en Europe du Sud, 6%. Certes encore, la croissance reste élevée, mais le temps a baissé. 4,3% en 2011, 3,6% en 2012 et on attend 2,4% seulement cette année. Et on observe parallèlement à la fuite des cerveaux une fuite des capitaux qui inquiète pas mal en Russie en ce moment. Alors de manière globale, tout le monde s'inquiète d'une panne assez générale des BRICS, dont la Russie fait partie. BRICS, dont les taux de croissance spectaculaires étaient censés remplacer les anciennes puissances industrielles que nous sommes épuisées. Je sais bien que la Russie n'est pas dans une situation comparable à celle catastrophique du Brésil. Reste que, comme dans ce dernier pays, la croissance russe est basée sur le formidable appétit de consommation de sa population et sur l'élargissement dont on parlait à l'instant de sa classe moyenne. Comme le Brésil, le pays est donc condamné à entretenir une croissance élevée, faute de quoi il plongera dans la crise sociale et politique. Alors votre départ, Sergueï Gouriev, signifie-t-il que vous avez cessé de croire en cette forte croissance pour l'avenir de la Russie? La chronique de Brice Couturier retrouvée sur franceculture.fr. Monsieur Gouriev. Je ne dirais pas que mon départ est aussi important que les autres choses que vous avez mentionnées. Trop modeste. Mais j'ai vu dans mon cas particulier que la Russie n'était pas un État de droit et les actions des enquêteurs et des juges, eh bien, sont très très différentes de ce que dit la législation et la constitution russe. Donc c'est une petite démonstration simplement, qui pour moi n'est pas petite évidemment, mais pour les investisseurs étrangers et pour les investisseurs russes, eux font face à ça. Et vous avez dit... vous avez mentionné la fuite des capitaux à juste titre. Et bien sûr, la Russie croît toujours, le budget est équilibré, et pourtant l'argent quitte la Russie parce que les investisseurs ne croient plus à la loi en Russie, et donc ils n'arrivent pas à arrêter la corruption. Et ça se traduit par la fuite des capitaux et par les évaluations qui sont très très basses sur le marché des actions. Vous avez mentionné les autres BRICS, vous avez mentionné les marchés émergents avec tous les problèmes qu'il y a au Brésil, mais le Brésil et les autres pays valent 3 fois plus que la Russie de ce point de vue-là. Les investisseurs cherchent plutôt à investir dans un pays qui croît de façon plus saine que la Russie, c'est-à-dire le Brésil. Brice Couturier. Alors, il y a un problème qui nous intéresse tous, c'est que parmi les BRICS, vous avez 2 catégories. Il y en a qui sont des démocraties, c'est l'Inde et le Brésil, et vous en avez qui sont des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, comme la Chine et la Russie. Or, le monde entier se demande quel est le modèle qui va l'emporter parmi eux. Pendant longtemps, on a pu avoir l'impression que le modèle autoritaire était celui qui marchait le mieux. Et ça avait un impact énorme sur le tiers-monde, sur le reste des pays émergents. Aujourd'hui, on a l'impression que la croissance chinoise est en panne grave, qu'il y a des bulles qui sont en train d'éclater là-bas. Et on a l'impression que
le système autoritaire russe, certes, assure la stabilité, mais n'assure pas l'état de droit dont les investisseurs ont besoin pour être sûrs que la législation fiscale ne va pas être modifiée brutalement, que leurs investissements sont effectivement garantis par la loi. Donc est-ce qu'il n'y a pas une revanche de la démocratie en ce moment? Sergueï Gouriev. C'est une vaste question. Mais je crois que tout ça est démesuré. Les gens qui quittent leur pays vont vers des pays démocratiques et pas vers des pays autoritaires. Vous avez parlé de Russes qui partent. Les Russes, ils vont pas en Chine. Monsieur Snowden, lui, souhaite apparemment venir en Russie, rester en Russie, monsieur Gouriev. Monsieur Snowden a des circonstances différentes. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de choix. Et on ne sait pas où il est, en tout cas. Mais et Monsieur Depardieu, lui, il est parti, il est venu vers la Russie. Mais en général, les gens vont vers des pays démocratiques parce que parfois les démocraties ne croissent pas rapidement, mais les démocraties offrent des occasions pour tout type d'investisseurs, pour des gens qui ont beaucoup d'aspirations économiques de tout ordre. Et on voit aussi qu'en Chine, même le gouvernement est tout à fait conscient que c'est le point de passage obligé. Mais regardez, il y a un rapport sur la Chine en 2030 qui a été fait avec la Banque mondiale et la Chine est absolument consciente du fait que cette transformation. Et ils doivent s'y préparer. Vous avez mentionné la classe moyenne. La classe moyenne va croître et va demander plus de transparence. Et c'est pas comme... non, le Brésil ne va pas devenir la Chine, mais la Chine va se européaniser. Let's hope. Agnès Bédassi-Kerry. Oui, dans les briques qu'a mentionné Brice Couturier... Il ne faut pas oublier le S de South Africa. Oui, South Africa. Qui est aussi une démocratie. Voilà. La Russie occupe une position particulière à deux points de vue. La première, c'est la présence et la part très importante du pétrole et du gaz dans l'économie, qui entraîne, enfin ça c'est bien connu, une difficulté à diversifier l'économie et un terrain très favorable à la corruption. Et la deuxième difficulté, c'est quand même la démographie russe, qui est là, le contraste avec l'Égypte est saisissant. Et donc, est-ce que la combinaison de ces deux difficultés ne va pas retarder très fortement les changements? Donc la démographie russe, une démographie, un vieillissement très fort de la population, un ralentissement, une baisse de la population, et donc les forces manifestantes sont en général plutôt jeunes. Et là, en Russie, il y a beau y avoir une classe moyenne, elle n'est pas très jeune. Sergueï Gouriev. Oui, c'est très important. Oui, je suis d'accord avec le premier facteur. En ce qui concerne le second facteur, dans le printemps arabe, une grande proportion de jeunes et de chômeurs qui n'avaient aucune opportunité sous l'Ancien Régime, ont joué un rôle important. Mais il ne faut pas trop exagérer le rôle de ces éléments, parce que les changements se produisent dans les capitales, et les jeunes viennent vers les capitales où se trouvent les universités. Et donc Moscou possède une population jeune, éduquée, de classe moyenne, qui réclame le changement. Je dirais qu'une autre différence entre Moscou et le Caire, c'est que la classe moyenne à Moscou est mieux éduqués et beaucoup plus riches. Ces gens ont plus d'occasions de quitter la Russie pour aller en Europe plutôt que ceux qui se trouvent au Caire. C'est plus facile pour les Russes de s'intégrer en Europe de l'Est. Et la stratégie du pouvoir, c'est de dire ne manifestez pas. S'il vous plaît, prenez vos valises. Soit taisez-vous, soit allez-vous-en. Comme M. Poutine l'a dit, comme vous l'avez dit précédemment, il a dit vous n'aimez pas rester ici, allez-vous-en. Mais ne manifestez pas, allez-vous-en. Brice Couturier. Pour revenir aux BRICS et aux différences qui existent entre eux, vous avez une croissance russe qui est fondée essentiellement sur la consommation intérieure. C'est aussi le cas du modèle brésilien. Vous avez un modèle chinois qui est au contraire basé sur l'exportation et sur le sacrifice de la consommation intérieure par sa population. Quel est celui qui fonctionne le mieux? Est-ce qu'on n'atteint pas, dans certains cas, les limites du modèle? Dans le cas brésilien, ça paraît évident. Est-ce que dans le cas russe, il n'y a pas aussi un problème?
Sergueï Gouriev. C'est une excellente question, mais la réponse, ça dépend. Ça dépend du stade de développement. Donc, quand la Chine était pauvre, c'était l'exportation. Maintenant, si vous lisez le plan quinquennal, vous voyez que la Chine passe de l'exportation basée sur un taux de travail des coûts du travail très faibles et passe à une consommation interne. Et un autre facteur important, c'est le développement financier. Si vous avez des prêts à la consommation, ça soutient l'économie. C'est la raison pour laquelle l'économie était tellement forte dans les années passées en Russie. Ça vient à un terme parce que le financement, ou plutôt le développement financier a atteint un état, un niveau. En fait, les consommateurs ont beaucoup de biens de consommation et la croissance additionnelle est très limitée. Alors, bien que vous soyez sans doute diplomatiquement attentif à ce que vous allez dire sur l'Europe et sur la France, qui vous accueille, Sergueï Gouriev, on a envie de vous demander ce que vous pensez tout de même de la situation européenne, voire française. Après tout, le libéral que vous êtes nous intéresse sur ces questions. On a vu la démission notamment du ministre des Finances portugais, faisant même une sorte de mea culpa, genou en terre, en disant mon plan d'austérité, vous aviez raison les gars, ça marche pas, je m'en vais. Donc il est parti. On constate que ça et là, plusieurs, notamment tenant d'une austérité imposée par une troïka européenne, semble remettre un peu en doute cela. Et vous savez que le débat fait un peu rage en France entre ceux qui disent qu'au fond, François Hollande mènerait une politique d'austérité qui ne dit pas son nom, mais qui ne pourrait pas porter les effets que l'on aimerait qu'elle porte. Enfin, quel est votre avis, votre commentaire sur la situation européenne selon vous? Est-elle en grand danger encore de banqueroute et quid de cette question d'austérité, de politique d'austérité? Je crois que c'est une question à laquelle Agnès pourrait mieux répondre que moi. Mais elle le fait tous les jeudis, on pose la question à vous. Mais si vous me posez la question, finalement, les dettes doivent être payées ou bien annulées. Même si les pays font banqueroute, ils ne disparaissent pas. On a vu que la Grèce faisait faillite et la Grèce est toujours là, elle existe toujours. J'ai vu 3 banqueroutes russes et la Russie existe encore. Il y a certains créanciers qui perdent de l'argent, oui, mais les créanciers sont myopes, ils reviennent. Attendez, c'est une question. Alors, ils reviennent plusieurs années après. C'est donc une question de myopie. On peut ne plus voir une dette en économie. C'est rationnel, ça? On peut ne plus voir une dette. Non, les dettes, comme je vous l'ai dit, soit elles sont payées, soit elles sont annulées. Et alors, il faut refaire de l'argent et on revient. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les retraités. Vous avez parlé de la réforme des fonds de pension et du système de retraite, en fait. Oui, c'est le nœud du problème, un des nœuds du problème. Beaucoup d'employés, beaucoup de travailleurs français et d'étudiants doivent être conscients qu'ils ne verront pas les obligations de retraite respectées par l'État français. Simplement parce qu'il n'y aura pas d'argent. Les gens qui ont maintenant 20 ans, les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, devraient penser à des canaux alternatifs d'épargne pour eux, pour l'avenir. Sinon, ils n'auront pas de retraite. Il y aura toujours une petite retraite, mais si vous voulez vivre mieux, il faut épargner différemment. Brice Couturier et Agnès Benassi-Kéré, qui bizarrement n'a pas mis ses lunettes. Je ne sais pas si c'est une question de myopie ou pas derrière. Brice Couturier. Oui, on voudrait bien avoir vos lumières d'économistes russes sur notre situation européenne parce que les nouvelles de la presse économique de ce matin sont extrêmement inquiétantes. On nous annonce un été meurtrier dans les Échos. Et l'ensemble de la presse économique est sur cette ligne en Europe aujourd'hui. Parce que vous avez la conjonction d'une crise politique à Lisbonne, qui est un pays périphérique où visiblement l'austérité n'est plus supportée, comme le disait Marx, sur le plan politique. En même temps, on a les nouvelles des États-Unis où Bernanke, le patron de la Fed, est en train de dire que les mesures
exceptionnelle, les liquidités en surabondance qui ont alimenté la croissance américaine vont être retirées, que le malade va cesser d'être sous perfusion, et ça sera probablement dès la rentrée de septembre. Et en même temps, on découvre que les banques européennes, les banques françaises en particulier, sont terriblement exposées aux dettes grecques, portugaises, espagnoles, italiennes, françaises bien entendu, et que par conséquent nos dépôts ne sont pas en sécurité. Il y a sur certains sites spécialisés pour les investisseurs des avertissements sur le thème « Attention, vous risquez le haircut comme à Chypre, vous aussi en France ». Le haircut, c'est-à-dire qu'on va vous piquer 8% de vos dépôts, ou 7%, ou 10%, selon ce que vous avez mis en banque. Et il y a une inquiétude aujourd'hui, surtout qu'on voit que l'État français fait en sorte que les gens ne mettent pas leur argent ailleurs que dans les banques françaises. Donc tout ça entretient une espèce d'inquiétude. Est-ce que vous trouvez cette inquiétude justifiée? Est-ce que vous croyez qu'en Europe, on va vers le fameux été meurtrier ou pas? Sergueï Gouriev. Again, that's probably a question for Agnès. C'est encore une question pour Agnès. Même si elle n'a pas ses lunettes, mais qu'elle vient de mettre d'ailleurs. Mais elle connaît très bien les chiffres. Je pense que vous avez posé la question, effectivement, c'est la question. Le système bancaire, tout le monde est inquiet. Vous avez mentionné ce matin, mais c'est les investisseurs et les journalistes sont fatigués d'avoir des problèmes avec l'Europe. Mais le problème est toujours là. Les problèmes aujourd'hui sont les problèmes que l'on connaissait il y a un mois. Rien n'a été réglé que depuis 2011 alors pour vous? Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de réformes, mais les problèmes sont toujours là. Et vous avez raison, il y a un scénario catastrophe quand il y a une crise bancaire dans un grand pays d'Europe et l'État n'a pas suffisamment d'argent pour aider les déposants. Donc je crois qu'il y a maintenant un consensus en Europe que même parler de coupe sombre pour les petits déposants ou de tondre les petits déposants, ça fait très peur. Ce que l'on a vu à Chypre, la première solution offerte à Chypre, de réduire les dépôts des petits déposants, ça fait vraiment très peur. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti. On s'en est sorti de cette solution. C'est un tout petit pays aussi. Portugal, c'est plus grand et la France, n'en parlons pas. Mais le précédent, ça ferait vraiment très peur. Très, très peur. Mais comme je l'ai dit, il doit y avoir un règlement fiscal qui sécurise le système fiscal international, les banques, que l'État puisse venir et sauver les déposants. Mais vous avez raison. Il y a un cercle vicieux entre la dette souveraine et les banques. Les banques investissent dans la dette souveraine. Donc, quand l'État fait banqueroute, les banques font banqueroute. L'État garantit les banques. Donc, quand les banques sont en problème, c'est l'État qui doit les aider. Et tous sont absolument dans un problème à cause de cela, à cause de la Chine, entre autres. Et ça crée en général des problèmes politiques très forts. C'est-à-dire, on voit bien comment les gouvernements qui veulent réguler la question bancaire, d'un côté, sont accusés au fond de faire de la part trop belle aux banques quand même, de les renflouer, alors qu'elles s'attaquent aux petits épargnants. Ça fait un problème économique qui se double d'une question politique très importante. On le voit dans la colère et les manifestations des peuples. Exactement, vous avez parfaitement raison. La politique, c'est pas facile, surtout dans les pays qui ont une dette souveraine très importante. C'est pour cela qu'il ne faut pas être myope, il faut avoir des budgets équilibrés et regarder véritablement l'avenir et tenter de rembourser la dette, évidemment. Alors, Agnès Benassi-Kéré. Oui, alors, je crois qu'on parle de deux choses. Il y a la crise des banques et la crise des États. Sur les banques, c'est clair que Sergueï Gouriev a beaucoup de choses à nous dire, parce que la Russie a une grosse expérience en matière de crise bancaire, et c'est pas très drôle, une crise bancaire. Mais je voulais rassurer un peu. Vous voulez dire quoi, par expérience en crise bancaire? C'est qu'il y a beaucoup de banques qui ont connu ce qu'on a connu aux États-Unis, qui ferment, qui font faillite, voilà, et que l'État ne renfloue que l'État ne renfloue pas. Comment on fait pour ne pas renflouer, justement? Et je voulais un peu
rassurer Brice Couturier, le fait que, la semaine dernière, il y a eu un accord au Conseil européen pour la résolution des crises bancaires qui essaie de mettre un peu d'ordre et de protection pour les petits déposants, petits allant jusqu'à 100 000 euros, donc c'est quand même des petits gros. Et donc pour éviter qu'on fasse un peu n'importe quoi lorsqu'il y a à restructurer une banque. Maintenant, Sergueï a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par l'Union européenne elle-même. Alors justement, c'est ça la question, par les États ou par l'Union européenne, parce que l'Union européenne garantit les États qui eux-mêmes garantissent les dépôts, mais si l'Union européenne n'est pas capable de garantir les États, à ce moment-là, c'est tout le système, la pyramide qui s'effondre. Mais Sergueï a dit quelque chose de très important tout à l'heure, les investisseurs sont myopes, et c'est vrai, ils sont myopes, mais ce qui est très important aussi, c'est qu'ils sont amnésiques, et ça nous donne un peu d'espoir, parce qu'ils reviendront en Grèce. C'est clair qu'un jour, les investisseurs reviendront en Grèce. Maintenant, je ne voudrais pas que les auditeurs en concluent qu'on peut cesser de rembourser les dettes en France, et que tout ira bien. Moi, je trouvais rassurant l'idée qu'on puisse ne plus voir une dette, qu'on annule une dette. Je parlerai à mon banquier. Si l'État français cesse d'honorer ses dettes, ça va être le chaos en Europe. Pour un pays comme la Grèce, on a pu construire un pont. C'est-à-dire qu'entre maintenant et le moment où les investisseurs reviendront en Grèce, il y a des financements européens qui viennent. Maintenant, les financements européens pour la France, ce serait qui concrètement? Il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment... la France est un... Alors, on va écouter notre invité. Alors, Sergueï Gouriev, quel commentaire, réaction? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une fois que vous déclarez la banqueroute, eh bien, c'est le chaos. On ne peut pas emprunter pendant au moins 2-3 ans et il faut payer les dépenses fiscales. Donc si vous voulez annuler la dette ou la restructurer, si vous voulez résoudre la dette de façon ordonnée, oui, bon. Mais le mieux encore, c'est de ne pas avoir des grosses dettes. Donc des budgets équilibrés. Oui, des budgets équilibrés, bien sûr. Mais autre chose, quand vous pensez que c'est facile d'annuler une dette, facile de faire banqueroute, mais il faut savoir qui dit que c'est banqueroute. C'est les banques françaises, ce sont des investisseurs français, ce sont des retraités français qui seront affectés, ce sont les dépositeurs, ces gens qui font les dépôts eux-mêmes. C'est pas facile de dire ça y est, on annule la dette et on s'en va. Mais non, ça a un impact énorme sur les citoyens français. D'ailleurs, on a entendu les pays arabes lors du printemps arabe dire, comme la Tunisie, si vous voulez nous aider, regardant vers la France, vous n'avez qu'à après tout annuler nos dettes. C'est aussi simple que ça ou pas? Ou les dettes africaines, par exemple? Ben non, c'est pas facile. Vous avez mentionné l'expérience russe. Chaque banqueroute d'une banque en Russie, ça a été une panique, un chaos énorme. Je crois que le débat sur l'austérité ne porte pas sur le fait de pouvoir annuler une dette, mais c'est de réduire les dépenses, réduire le déficit du budget de façon ordonnée et de façon continue, plutôt que de faire face à une situation où il faut tout arrêter, on ne peut plus emprunter, et là, il n'y a plus qu'une solution, c'est la faillite. Alors, puisque je vois que Brice Couturier et Agnès Benassi-Kiri ne tarissent pas de louanges à votre égard, tout de même, est-ce que vous comment vous commenteriez l'idée que aussi, parfois, même assez souvent depuis quelques temps, on dit que les économistes nous ont tout de même, pendant plusieurs années, raconté n'importe quoi, Sergueï Gouriev, puisqu'on ne vous fait pas la critique, il y a eu cette doxa libéral de gauche, libéral de droite, dans les années 80, sous la houlette et notamment les auspices de Margaret Thatcher dès la fin des années 70 et ensuite de Ronald Reagan dans les années 80, et au fond où tout le monde s'entendait à dire que non seulement le marché apporterait la prospérité et la paix des peuples. On voit ce qu'il en est tout de même aujourd'hui. Est-ce que les économistes, certains qui font d'ailleurs une sorte de repentance, tout de même ont un rôle ou pas dans cette idée qu'il y a une sorte de faillite ou de débridage, on va dire, d'un néolibéralisme qui amène à la situation à laquelle les Américains sont arrivés, notamment il y a déjà 2 ou 3 ans. La question, c'est est-ce que les économistes doivent se repentir? Je crois que les marchés sont toujours les moteurs de la croissance. J'ai vécu en Union soviétique, il n'y avait pas de marché, et pourtant ils ont fait faillite. Et regardez Cuba aujourd'hui.
Cuba n'est pas il n'y a pas de croissance là depuis 50 ans. Et si vous allez physiquement à Cuba, vous allez voir à quel point ce pays n'est pas prospère. Je crois que même avec les marchés... On a oublié la Corée du Nord, mais peut-être qu'on peut passer. Moi, je ne suis pas allé en Corée du Nord. Et la Corée du Nord a arrêté de donner des chiffres. Mais c'est un bon exemple parce qu'on ne peut rien faire là-bas. Par exemple, la Corée du Sud a eu beaucoup de problèmes. Il y a 50 ans, c'était semblable à la Corée du Nord. Et maintenant, les estimations, c'est que la Corée du Nord, en tant que revenu par tête, est 20 fois inférieure que celle de la Corée du Sud. D'autres disent que c'est 100 fois inférieur à celle de la Corée du Sud. Mais même avec l'économie de marché et les institutions démocratiques, il faut regarder l'avenir et penser, si vous empruntez, réfléchir à la façon de rembourser la dette. Quand vous tenez votre maison, vous savez qu'il faut faire rentrer ce que vous voulez dépenser. Et la même chose s'applique au gouvernement, finalement. Alors nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Une question de Brice Couturier. En termes doctrinaux, moi ça me frappe beaucoup parce que je lis une langue de l'Est, le polonais, et que donc je lis ce qui se dit là-bas et ce que disent les économistes de l'école de Gdansk en particulier. J'observe un chassé-croisé intéressant entre les économistes de l'Europe de l'Est et de la Russie en particulier, qui sont extrêmement libéraux, et disons l'opinion majoritaire à l'Ouest qui est extrêmement anti-libérale, qui critique l'économie de marché. Alors évidemment, vous sortez d'une période où l'économie de marché vous n'avez pas connue, comme vous disiez, et où la misère était extrême. Et nous, on sort d'une crise qui a été provoquée par une finance débridée. Et est-ce qu'il y a moyen de s'entendre sur un commun dénominateur? Comment vous analysez ce chassé-croisé intellectuel et idéologique entre les deux Europes? Je crois qu'il ne faudrait pas trop mettre l'accent sur le rôle de la finance dans la crise. Ça joue un rôle très important, bien sûr. Je viens d'un endroit sans marché financier, sans hypothèque du tout, et pensez à ce que serait la vie sans système financier. Toutes les innovations techniques qui sont dans ce studio, les micros, les téléphones portables, les ordinateurs, tout cela est dû non seulement au génie de l'ingénierie, mais aussi au génie financier, du capital d'investissement, des capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds mezzanines, des prêts mezzanines et des marchés financiers et des banques d'investissement. Donc il ne faut pas sous-estimer la prospérité que l'on voit aujourd'hui. Elle est due en grande partie à l'innovation financière. Si ça va trop loin, si ce n'est pas bien régulé, si les investisseurs sont mieux, si les emprunteurs sont mieux, bah oui, là il y a une crise. Mais si le patient meurt à l'hôpital, ça ne veut pas dire que le docteur est mauvais. Les docteurs essayent. Les médecins, certains sont mauvais. Mais ça ne signifie pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge et s'en remettre à la médecine d'avant l'ère moderne. Merci infiniment, Sergueï Grouiev, d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, je le rappelle aussi pour votre confiance. Je voudrais remercier chaleureusement Marc Crépin, l'ancien patron de la rédaction de France Culture, aujourd'hui correspondant à Moscou, qui nous a mis sur votre voie, justement. Peut-être vous demander, question un peu aussi d'accueil de bienvenue, est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous vous préparez à vos cours, ça y est, pour la rentrée donc à Sciences Po? Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup. Everything is great in France. Tout est merveilleux en France. As they would say, what's not to like? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer à Paris, surtout? Et puis surtout, cela dit, le problème, c'est que vous connaissez donc une France sans Gérard Depardieu, mais ça, personne... We have different preferences. On a d'autres préférences, allez. Merci infiniment. C'est un pays libre, vous pouvez choisir librement. Écoutez, en tout cas, on sera ravis de vous recevoir à nouveau dans les matins de France Culture, et merci aussi à Michel Zlotowski. On m'a fait un reproche, si j'ai un reproche à vous faire. Certains auraient voulu vous entendre parler russe. Michel, vous pouvez le traduire en russe comme ça, s'il dit quelque chose, là, tout à trac? Vous parlez toutes les langues, Michel. Спасибо большое. Merci beaucoup.